Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. C'est bon. Dans la deuxième partie de ce TD, on va essayer de s'intéresser un peu aux maîtrises de connaissances. C'est des questions de cours généralement que l'on pose, auxquelles l'élève doit apporter des réponses. Je répète, cette partie, on l'appelle maîtrise de connaissances. Et il y a une série de questions qui sont posées, parmi lesquelles il y a la question, par exemple, qui demande de citer dans l'univers pour chacun des composants physiques, gazeux, biologiques, 2 éléments. Donc, composantes physiques de l'univers, on peut citer les météorites, on peut citer les planètes. Composantes gazeuses, on peut citer l'oxygène, on peut citer l'azote, n'est-ce pas? Composantes biologiques, on peut citer l'homme, et il y a également les sexes extraterrestres. Donc, pour chaque élément, ici, vous pouvez répondre en donnant un tableau si vous voulez. Vous mettez un tableau composantes physiques, composantes gazeuses, biologiques, et vous mettez 2 éléments pour chaque case. Et ça, je répète, c'est dans la leçon que c'est donné dans la partie où on définit l'univers, sa composition. Par exemple, on peut retenir que l'univers est constitué à 97% d'hydrogène et d'hélium, auxquels s'ajoutent des éléments tels que l'oxygène, le carbone, le fer. L'univers est formé de galaxies réunissant chacune des milliards d'étoiles. Ça, c'est des réponses que l'on peut, n'est-ce pas? L'univers par ordre de grandeur décroissant comprend les supermans, les galaxies, les étoiles, les planètes, les satellites naturels, les astéroïdes, les comètes, les atomes, les noyaux atomiques, etc. Donc ça, c'est pour répondre à la première question dans la partie maîtrise de connaissances. Ensuite, la deuxième question, on vous invite à indiquer 3 sciences de l'univers en précisant simplement leur domaine. Donc là, la science de l'univers est étudiée par l'homme, n'est-ce pas? Et plusieurs sciences permettent l'étude de l'univers. Donc, on vous demande de donner des sciences. Il y a l'astronomie, n'est-ce pas? Il y a la mécanique quantique. Il y a la mécanique, oui. Il y a l'astrophysique, n'est-ce pas? Il y a l'exobiologie, n'est-ce pas? Tout ça sont des sciences que l'on peut citer et je répète, en parcourant la leçon, il y a ces différents éléments de réponse. Donc, pour chaque science donnée, on peut préciser son domaine, c'est-à-dire le domaine que la science étudie. Et donc, on a une variété de sciences de l'univers. Il y a l'astrométrie qui étudie la position des astres et leur mouvement. Ça, c'est un exemple de réponse. Il y a l'astrophysique qui étudie la constitution des propriétés physiques et l'évolution des astres et divers milieux qui les constituent. L'exobiologie qui étudie les formes de vie extraterrestres, la cosmologie qui tente de déterminer les lois générales qui gouvernent. Donc, parmi ces différentes sciences, vous pouvez tout simplement indiquer 3. On nous dit, cite 2 moyens aériens et 2 moyens terrestres d'observation de l'univers. 2 moyens aériens et 2 moyens terrestres d'observation de l'univers. Parce que depuis, on l'a dit, ça c'est la première leçon du programme, l'homme s'intéresse à l'observation de l'univers et il y a donc des éléments qui permettent l'observation, les moyens aériens. On peut parler des sondes spatiales, on peut parler des ballons-sondes si vous voulez. Des moyens terrestres, il y a l'œil, c'est à part de la Terre comme le télescope, etc. Ce sont des moyens qui permettent d'observer l'univers. 4e question, on nous dit une école veut élaborer une carte. Ça, c'est par rapport à surtout la leçon 3. Une école veut élaborer une carte représentant tous les continents et les océans dans le monde. Quelle forme de projection et quelle échelle doit-elle utiliser? Ça, on y reviendra surtout par rapport au TP sur la représentation. Ici, quel type de projection, quelle forme de projection et quelle échelle elle doit utiliser. On y reviendra dans le 2e travail qu'on va faire. Question 5. Dans le système solaire, cite une planète dont la vie est envisageable. C'est Mars, n'est-ce pas? On envisage la vie
sur Mars. Une planète dont la vie est possible, c'est la Terre. Et une planète dont la vie est impossible, c'est Neptune. Identifiez les planètes joviennes et donnez leurs caractéristiques physiques et chimiques. C'est à peu près la même question à laquelle on répondait à travers la dissertation. Les planètes joviennes sont ces planètes-là qu'on appelle les planètes gazeuses, les planètes externes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, n'est-ce pas? Pour ce qui est de leurs caractéristiques également, c'est à peu près, il y a un tableau qui est donné dans chaque cours sous forme de support, et les tableaux donnent les caractéristiques physiques, chimiques pour ces 4 planètes que j'ai identifiées comme étant les planètes joviennes, n'est-ce pas? Avec Jupiter, on nous dit composition chimique, hydrogène, hélium. Saturne, hydrogène, hélium. Uranus, glace d'eau, silicate. Neptune, glace d'eau, silicate. Atmosphère pour Saturne. Pour Jupiter d'abord, 78% d'hydrogène, 20% d'hélium et 2% de carbone. Voilà, de méthane, n'est-ce pas? 2% de méthane. Voilà, donc tout ça c'est à peu près le tableau là qui répond à... Ensuite, on nous dit décrire l'évolution des moyens d'exploration de l'univers, puis définir au choix un moyen artificiel. Donc là, ça pourrait être également un sujet de dissertation, décrire l'évolution des moyens d'observation. Les moyens d'observation ont évolué parce que, avec Galilée, bien avant Galilée, les hommes observaient l'univers à travers l'œil. L'œil est le premier moyen d'observation. Ensuite, il y a les lunettes astronomiques, ensuite il y a le télescope, il y a les sondes spatiales, les ballons-sondes, il y a aujourd'hui les satellites artificiels qui permettent tous ces éléments-là utilisés pour observer l'univers. Maintenant, on peut choisir un de ces éléments que l'on peut, un moyen artificiel, par exemple les satellites artificiels, ou bien tout simplement les télescopes, ou les radiotélescopes, les ballons-sondes, etc. que l'on peut. En deuxième partie d'exercice, on a une exploitation de texte à faire. Dans l'exploitation de texte, on vous donne un texte et une consigne. Je m'en vais vous lire le texte. On dit au cours d'une journée, nous voyons le soleil se déplacer dans le ciel. Le matin, il apparaît vers l'horizon est, puis le soir, il disparaît vers l'horizon ouest. D'un jour à l'autre, on observe le soleil, presque à la même place dans le ciel toutes les 24 heures. Selon le moment de l'année, le soleil ne décrit pas exactement le même trajet dans le ciel. En France métropolitaine, en hiver, le soleil se lève vers le sud-est, reste assez bas au-dessus de l'horizon sud, puis se couche vers le sud-est. En été, il se lève vers le nord-est, monte haut dans le ciel, puis se couche vers le nord-ouest. Ainsi, la durée du jour varie au cours de l'année. Là, donc, on vous invite à tout simplement parler des mouvements de la Terre. Mouvements de la Terre, mais également, les questions qui viennent sont, première question, identifier puis définir le mouvement de la Terre correspondant à chaque durée soulignée. On a 24 heures année. Pour 24 heures, c'est le mouvement de la rotation. La rotation, c'est le mouvement de la Terre sur elle-même, qui tourne sur elle-même en 24 heures, 23 heures 56 minutes 4 secondes. Ensuite, le deuxième mot souligné, c'est année. Et pour l'année, on a ce qu'on appelle la révolution. La révolution, c'est le mouvement de la Terre qui tourne autour du Soleil, sur l'axe des pôles, sur le plan de l'écliptique. Et c'est ce mouvement-là annuel, n'est-ce pas? 365 jours, 366 tous les 4 ans, année bissextile. Ça, c'est le mouvement de la révolution. Ça, c'est la première question. La deuxième question vous dit, pour chaque saison mise en gras, décrit les positions respectives de la Terre par rapport au Soleil, le 21 juin, puis le 21 décembre et ses conséquences dans l'hémisphère nord.
Donc pour chaque saison, les saisons mises en gras sont l'hiver et l'été. Là, on se rapporte toujours au cours. L'hiver, le premier mot souligné, c'est l'hiver. Donc le 21 décembre, solstice d'hiver dans l'hémisphère nord. Qu'est-ce qui s'y passe? Dans l'hémisphère nord, donc, la durée du jour est plus courte que la durée de la nuit. C'est-à-dire, dans l'hémisphère sud, ainsi dans l'hémisphère sud, il y a plus de chaleur et de lumière que dans l'hémisphère nord. Donc la durée du jour est plus courte dans l'hémisphère sud et plus courte dans l'hémisphère nord. Ça c'est l'hiver qui est souligné en gras. Je répète, pour répondre à cette question, on se réfère au texte et aux mots soulignés. On a dit, selon le moment de l'année, le soleil ne décrit pas exactement le même tracé dans le ciel, en France métropolitaine, en hiver. Donc la saison soulignée ici, c'est l'hiver. Donc en hiver, la durée du jour est plus courte dans l'hémisphère nord, où la nuit est plus longue. C'est une conséquence. Parce que les rayons solaires frappent à la verticale du tropique du Capricorne. Ça, c'est la conséquence pour l'hiver. En été, il se lève au nord-est. Deuxième saison soulignée en gras, c'est été. Donc, été, nous sommes au solstice d'été. Les rayons solaires frappent à la verticale du tropique du Cancer, situé à 23 degrés 27 nord. Donc, durée du jour plus longue dans l'hémisphère nord et plus courte dans l'hémisphère sud. Donc, ça sont les conséquences donc, de ces deux saisons qui sont mis en gras dans le texte. Donc, voilà à peu près les réponses. Et je répète, ça, c'est toujours des questions de cours que l'on pose parce que les réponses se trouvent essentiellement dans le cours. N'est-ce pas? Avec le mouvement de la rotation, on vous a donné les 4 positions du Soleil. Et donc, c'est ce qui explique la différence dans la répartition de la chaleur, etc. Maintenant, en troisième lieu, on va voir la compétence méthodologique. La compétence méthodologique. www.suividecolosénégal.com